Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Théâtre La Passerelle pour cette 6e intimité artistique. Après Shindo, la compagnie du Doom, nous sommes en présence de la débordante compagnie pour le 2e épisode autour du spectacle Péricopto, autour du thème cette fois de la lutte des classes plutôt. Hier c'était l'écologie, donc on continue à traverser cette création de cette formidable compagnie. Vous rappelez que les intimités artistiques, vous pouvez les suivre en direct live sur notre Facebook à l'heure et au jour et à l'heure des représentations qui ont été annulées, et ce jusqu'à la fin du mois de décembre. Que vous pouvez nous suivre aussi sur nos radios partenaires Fréquence Mistral, RCF et la RAM, pareil aux heures des représentations prévues et parfois un petit peu décalées. Regardez un petit peu sur le site. Voilà, la compagnie est prête derrière moi. Je vois Audrey, Antoine, Thomas et Julien à table, prêts à vous faire découvrir ce 2e impromptu autour de Péricopto. Je vais leur laisser la parole, vous dire qu'on vous donne rendez-vous vendredi 20 pour la prochaine intimité artistique avec le spectacle La Langue des Oiseaux, un magnifique objet sonore concocté par la compagnie. Donc à vendredi, 19h. Merci, bonne soirée, gardez le lien, bonne écoute. Moi j'ai le meilleur détendu. Je le dis. Bonsoir, bienvenue. Vous allez bien? Ouais, les sièges sont confortables? Ouais, ça va? La mousse? Agréable? Ok. Et vous avez trouvé facilement le théâtre? Bon. Je suis content de vous voir. Même si je suis un peu stressé, hein, c'est normal, c'est le spectacle. Mais c'est bien de pouvoir encore aller au spectacle. Hein. Vous avez de la chance. On a de la chance. Moi, je suis encore payé pour faire ce que je fais. Oui, alors pas très bien payé, hein, mais payé quand même. Et puis, vous pouvez venir nous voir. Vous avez les moyens de le faire. Vous avez le temps de le faire. Et puis ça vous fait une sortie. Vous êtes beau. Pas individuellement, hein, mais en tant que public. C'est beau de voir ça. Tous ces visages attentifs derrière lesquels on devine toutes ces histoires différentes. Des métiers, des opinions politiques, des niveaux d'études, des classes sociales différentes. Enfin, pas trop quand même. En vous regardant comme ça, je dirais revenu un peu au-dessus de la moyenne, bon niveau d'éducation, classe moyenne supérieure, blanc, 5 fruits et légumes par jour, centre-gauche, gauche, extrême-gauche, différents les uns des autres, mais pas trop quand même. Alors évidemment, il peut y avoir dans une salle de spectacle des ouvriers noirs de droite qui n'ont pas fait d'études, mais statistiquement, assez peu. On est un peu entre nous, quoi. Ça veut dire que si ce soir on devait tomber d'accord tous ensemble, eh bien il ne faudrait pas oublier qu'on s'est mis d'accord avec des gens qui sociologiquement nous ressemblent. Bonsoir, on est la débordante compagnie et on est là pour parler de Péricopto, notre dernier spectacle, écrit et mis en scène par Héloïse Desfarges, qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui, et Antoine Raymondi. Bonsoir. Alors Péricopto, c'est une tragédie pour 4 comédiens et un public. Bon, pour le public ce soir, c'est... Limité. C'est limité. Mais il y a un petit peu de monde dans le studio quand Nous même. sommes presque notre propre Mais public. on a quand même une partie de l'équipe. Il y a Thomas, Bonsoir. Julien, c'est moi, bonsoir, Audrey, Bonsoir. et il nous manque Aline. Aline, on pense très fort à toi. Le spectacle Péricopto, c'est un spectacle qui est centré sur le parcours de 2 personnages symboliques. Il y a Julia Dantec, qui est une mère de famille à bout de souffle et qui subit un déclassement social très important. Et parallèlement, on suit Philippe d'Orgeval, qui est Premier ministre. On vient d'entendre le début du spectacle. Donc c'est Thomas qui accueille les spectateurs comme ça en leur demandant s'ils sont bien installés et si tout va bien. Cette introduction, elle était importante pour nous parce que on a décidé de faire un spectacle assez politique. On a eu envie d'y aller un petit peu franchement. Et à un moment, on a été sur le site du ministère de la Culture qui chaque année fait des études sur la composition du public qui déclare venir au théâtre. Et on se rend compte, année après année, que finalement, la composition des salles de spectacle reste relativement stable. C'est ce qu'a dit Thomas. Voilà, des
des professions libérales, des notables, des étudiants, des enseignants, mais ça reste sociologiquement un ensemble assez homogène. On avait envie de formuler une proposition, un constat sur l'état du monde et une proposition pour que peut-être que l'avenir soit un petit peu différent, mais on était aussi conscient et on avait envie de le noter dès le début du spectacle que s'il s'agit de changer des choses, s'il s'agit de s'engager dans un processus de révolution, qui soit violent ou pas, c'est bien à l'extérieur du théâtre que ça va se passer, c'est bien une histoire de corps, plus qu'une histoire... Enfin, c'est aussi une histoire de pensée, mais c'est avant tout une histoire de corps. Tu nous lis un texte, Ouais, Antoine ? j'avais envie de démarrer cette séance par la lecture d'un texte qui s'appelle « Avant, ça va trop vite ». Alors là, Antoine se lève, il se dirige vers notre petite cabine d'enregistrement. Il se prépare. Je m'en sors pas. On ne sort plus. On ne peut pas s'enfuir du monde. On ne peut pas s'enfuir de la terre. Ou si, bientôt. J'ai besoin de changement. J'ai besoin que les choses bougent. Si les choses bougent, je vais me sentir instable. J'ai besoin de stabilité. Je ne veux pas me faire envahir. Ils arrivent, ils sont nombreux, ils n'ont plus rien à perdre, ils ont tout perdu. J'ai vu un super film de zombies. On ne peut rien faire. On peut rester chez soi, on peut sauver des vies. Je me sens impuissante. Il faut bien continuer. On n'a qu'une vie. Il faut profiter. Je ne peux pas m'occuper de toute la misère du monde. J'ai mal au dos. J'en peux plus. Il faut aller de l'avant. Avant. Le monde d'avant. Avant, c'est quand ? Avant, ça va trop vite, tout change. Je vais aller me changer parce que là, je me sens complètement engoncé. On n'a pas la capacité de faire rentrer tout ça. Ils sont tous serrés, ils ne peuvent plus respirer. On sort à la prochaine. J'aurais dû choisir une taille au-dessus. C'est une folie, ça va nous coûter très cher. Il faut bien se protéger, ils sont tous morts asphyxiés. C'est comme ça que j'élimine les cafards. L'oxygène, c'est la vie. 80 dans un smirmorque. Je ne sais pas comment on va partir en vacances. J'ai besoin de me reposer. Je dois m'occuper de moi. Ça n'est plus possible. À cœur vaillant, rien d'impossible. On ne peut pas continuer comme ça. Elle a continué quand même. Il est resté là-bas. On le rejoindra plus tard avec les enfants. J'essaye de joindre les deux bouts. Au bout, il y a quoi ? Je suis folle ou quoi ? Tu t'es vu quand t'as bu ? Tu crois qu'ils boivent avant de prendre le bateau ? On sait où ils vont, on ne sait pas où va l'argent. Où va l'argent ? L'argent, c'est la vie. C'est la vie, on n'y peut rien. On n'est pas en capacité. On n'a pas les moyens. Ils ne sont pas motivés. Ils ne veulent pas vraiment trouver du travail. Si tu veux vraiment quelque chose, tu y arrives. Et puis tu tournes à droite. À gauche, c'est toujours plus compliqué. Tu fais le tour du pâté de maison. La solution est là. Il faut applaudir, il faut simplifier les choses. Les gens ne comprennent pas, il faut se mettre au niveau des gens. Les gens sont petits, il faut les protéger. Ils comprendront plus tard, il faut se détendre un peu. Chanter, c'est bien, boire aussi. L'eau, c'est la vie. Tout a été inondé, un sacré chantier. On a du boulot pour des années. On avait besoin de travail, entreprendre, renouer avec notre esprit d'entreprise, relancer la croissance, construire le monde d'après, après, vers l'avant. Je suis perdu. Il ne les a pas retrouvées. Elles étaient pourtant dans sa poche. On oublie, il faut oublier, il faut passer à autre chose, il faut aller de l'avant. Avant c'est quand ? Avant ça va trop vite. Tu traverses toujours en regardant à droite, puis à gauche. Ça lui a traversé le poumon droit. Il a fait un malaise, mais mon four marche encore, c'est l'essentiel. C'est la canicule, il n'y a plus de saison. Les juilletistes sont dégoûtés. Il pleut là-bas, il est mort là-bas. Ça coûte moins cher, c'est mieux comme ça. C'est comme ça, c'est toujours comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça. C'était mieux avant. Avant c'est quand ? Avant ça va trop vite. On a changé, on est de plus en plus, on ne va pas tenir. Il faut que certains quittent le navire. Juste un canot pneumatique, ça m'obsède, c'est chiant. Faut que je pense à autre chose. C'était l'année dernière ou la précédente, je sais plus. Je ne sais pas grand-chose. On n'en sait rien. C'est difficile de démêler le vrai du faux. Il faut prêcher le faux pour connaître le vrai. Le contraire est tout aussi valable. Non, c'est fini. Tout a une fin. Je ne veux pas finir comme ça. Voilà, ça recommence. Je croyais que c'était fini. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est horrible. Il faut que ça s'arrête. Arrête. Ils ont été arrêtés. Il a été arrêté. Je ne suis jamais arrêté. C'est dommage. Il n'avait que 3 ans. C'était l'année d'avant, c'est ça, à la plage. J'avais perdu mon haut de maillot de bain. C'était drôle. Sur une plage, dans un smirmorque, dans la cale d'un bateau, dans le train d'atterrissage d'un avion. Pourquoi je fais ça ? Je pourrais m'arrêter là, inspire, expire, inspire, expire. Voilà, ça va mieux. Le mieux, c'est de ne pas y penser.
On ne pense pas à mal, on fait pour le mieux. Le mieux est l'ennemi du bien. L'ennemi, c'est le mal. L'ennemi, c'est les autres, ça fait peur. On ne peut pas savoir quand ça va arriver. C'est ça qui est bien. On aime tous les surprises. Tu l'as? Tu l'as pas? J'adore, fallait pas. On est bien. Vous êtes bien? On est du bon côté, on est du côté du bien. Le bien, c'est nous. On est bien en démocratie. On n'est pas divisé, on n'est pas en guerre, on n'a pas connu la guerre, on n'a pas connu la faim, on n'a pas connu la prison, on n'a pas connu la torture. Une torture, c'est bien les mots, c'est pratique. Les images aussi, ça veut tout dire et son contraire. T'as besoin de quoi? Faut pas trop en demander. On a tout ce qu'on veut, on est libre, on est stable, on est protégé, on est en sécurité. On veut juste être en sécurité. La sécurité est la première des libertés. La sécurité a un prix. Sur Internet, c'est encore moins cher. C'est l'ère du numérique. C'est pour l'écologie, c'est pour la santé, c'est pour la croissance. C'est pour sauver des vies, c'est pour sauver Noël. Ils ont tout dématérialisé. C'est bien les mots, c'est pratique. C'est pratique, tout est dedans, ça pèse rien, c'est tout léger. Fini le papier, fini la poubelle, fini le recyclage. Comment on faisait avant? On vient d'entendre Antoine, qui nous a lu avant Ça va trop vite. Et c'est marrant parce que ce texte, en fait, il a été écrit avant la création de Péricopto. C'était au tout début. C'est Héloïse Desfarges, la co-autrice et metteuse en scène, et co-metteuse en scène, qui a écrit ce texte. Et il était là avant la création et il est là après la création. Ça fait comme si c'était un texte, je m'en rends compte en l'écoutant. Et ça fait comme un truc qui fait soit un tapis ou un truc qui survole toute la création de Péricopto. Et on l'a expérimenté en tant qu'acteur. On n'a pas pu le garder dans le spectacle pour des raisons de dramaturgie, je pense. Il est dans le teaser du spectacle. Il est dans le teaser du spectacle, exactement, qu'on avait tourné en Belgique. Et Héloïse Desfarges donc, va se servir de ce texte pour un morceau, je crois, de son prochain solo. Enfin, ce sera sûrement une partie de son prochain solo. Voilà, donc on avait envie de vous le faire entendre. Voilà, et Péricopto, c'est un texte complexe, dense. Hier, on a tiré le fil de l'écologie. Aujourd'hui, on est plutôt sur la politique, sur la lutte des classes. Et on va entendre une scène. On vous a concocté une sélection de textes qui résonne un petit peu avec cette thématique. Je laisse Julien et Audrey lire la prochaine. Et Thomas. Moi, c'est Thomas, mais ça. Oui, mais... Pardon. Il n'y a pas de problème. On ne se connaît pas depuis longtemps, donc faut pas. Hôtel Matignon, bureau du Premier ministre. La moquette beige clair en velours de laine de 14 mm d'épaisseur vient d'être posée. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je suis désolée. Je vous avais pas vu. Je reviens plus tard. Je suis désolée. Personne ne m'a prévenu. Oula, non, 5h45, attendez. Je suis vraiment désolée. Arrêtez, c'est moi qui m'excuse. J'ai pas vu le temps passer. Faites ce que vous avez à faire. Allez-y. La femme de ménage commence timidement à faire les poussières. Philippe la regarde. Vous venez tous les matins? Oui, monsieur. Ça vous fait commencer tôt, là? Vous venez de loin? Non. Enfin, pas trop. Enfin, ça va. Il y a les transports. Ah oui. Aparté. J'habite à Thiers, près du centre commercial Belle Épine. Je travaille pour l'entreprise de nettoyage Honnête qui a été sélectionnée pour nettoyer les bureaux de certains ministères suite à un appel d'offres. Je me lève tous les jours à 3h pour prendre le bus de nuit de 4h08. À 5h30, je suis dans les locaux de l'hôtel Matignon. À 7h30, tout doit être terminé, il faut aller très vite. Je fais ensuite des ménages chez des particuliers ou bien la société me fournit un autre créneau de nettoyage. Je rentre chez moi vers 17h, je vais chercher mes enfants à l'école, je prépare le repas du soir et me couche à 22h. Et ça fait longtemps que vous travaillez ici? 1 an à peu près. Et ça va? Le travail vous convient? Oui, c'est bien. C'est du travail. Bien sûr. C'est du travail. Et c'est toujours les mêmes horaires? Ici, oui. Sur les autres sites, ça peut changer. On reçoit l'emploi du temps en fin de semaine. Enfin, pour la semaine suivante. Et puis ici, vous profitez de la clim? Bah, c'est un vrai plus, quoi, non? Avec le temps qu'il fait? Oui, c'est sûr. Parfois, vous savez, je me dis... j'aimerais, moi aussi, qu'on me dise quoi faire. Bah, c'est vrai, hein, les métiers manuels, enfin les métiers d'exécutant,
Ça vous laisse de la place pour réfléchir. Et puis quand vous avez fini, vous avez vraiment fini. Vous faites les tâches et vous avez fini. Hein, vous passez l'aspirateur, vous videz la poubelle, et puis vous vous dites pas en partant « Ah, j'aurais dû mieux négocier mon vidage de poubelle ». Ça vous empêche pas de dormir. Moi, ça s'arrête jamais. L'opinion, l'opposition, les manifestations, on monte, on descend dans les sondages. Tout le monde commente, tout le monde juge. Tout le monde donne son avis. Vous savez, vous, comment il faut faire pour gouverner la France? Eh ben non. Mais c'est incroyable. Moi, tous les jours, je croise des gens qui me disent « Moi, je sais, mais venez les gars, montez un parti et battez-nous aux prochaines élections. » Mais non, les gars, ils préfèrent être chauffeurs de taxi. Ça s'arrête jamais. Alors que vous, j'imagine le plaisir que vous pouvez avoir à quitter une pièce et vous dire « J'ai bien fait mon travail. » Tout le monde vous remercie, même sans le savoir. C'est gentil. Non, c'est pas gentil. C'est la réalité. C'est ça, votre travail. Et vous pouvez en être fier. Merci, monsieur. Mais moi, je dois redresser le pays. C'est mon mandat. Vous, quand c'est propre, c'est propre. Quand c'est fini, c'est fini. Merci, monsieur. Aparté. C'est ça notre travail. Nous allons chercher vos enfants à l'école. Nous les emmenons au parc. Nous les faisons dîner. Parfois même nous les couchons quand vous rentrez trop tard pour le faire. Nous maintenons vos intérieurs propres. Nous cuisinons, nous livrons, nous magasinons, nous chargeons et nous déchargeons toutes ces choses que vous absorbez, que vous portez, que vous rangez sur vos étagères. Et quand vous êtes trop vieux, que votre famille ne veut plus de vous, c'est encore nous qui vous changeons, qui vous lavons. Nous sommes là au début, au milieu, à la fin. Nous sommes les rouages de la machine sur le dos de laquelle vous vivez. Nous aimons qu'on nous dise quoi faire. Nous aimons ne pas nous poser de questions. Cela nous repose. Cela nous évite de penser que tout aurait pu être différent, que les rôles auraient pu être distribués autrement. Vous parlez bien français, hein? Vous êtes de quelle origine? Je suis ivoirienne, monsieur. Ah, je m'en doutais, la République du cacao. J'adore la Côte d'Ivoire, c'est un pays magnifique. Mon père y a travaillé longtemps, nous y avons gardé des attaches. Monsieur, Vous savez, une idée me vient par rapport à ce que nous disions. Nous devrions mieux valoriser les métiers comme les vôtres. Il faut faire bouger les lignes. c'est vrai que On les pourrait fins de peut-être mois sont pas... Instaurer une fête des femmes et des hommes de ménage. Qu'est-ce que vous en dites? Oui. Oui, oui. Ben oui, 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 oui. Oui, oui. Ah. C'est quand votre anniversaire? Le 14 septembre. Fête des femmes et des hommes de ménage le 14 septembre. Je le note? Oui. Vous êtes sûr? Oui, oui. Allez! Oh, c'est très agréable de parler avec vous. Vous savez, ça me manque les échanges comme ça, sans artifice, en dehors des caméras. Mais vous avez affaire. Oui, monsieur, j'ai tous les autres... Et moi qui vous bureaux. retiens, filou, 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 filou. Ma mère, elle disait tout le temps, filou, filou. Filou. Allez-y. Allez-y. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Bonne journée. C'est ça. Bonne journée. Et bon courage à vous! Et je me trouve actuellement avec Philippe d'Orgeval ici à Matignon, et il vient de créer la fête des femmes et des hommes de ménage en l'honneur de sa femme de ménage personnelle à Matignon. Faites du bruit pour Philou! Vous y croyez, vous, au bunker? Il y a des gens qui se feraient construire des bunkers dans des endroits tenus secrets pour se préparer aux crises à venir.
Ils croient qu'ils vont pouvoir passer entre les mailles du filet. Ils ont les moyens de passer entre les mailles. Ils le font tout le temps. Ils sont milliardaires. Ils pensent à leur propre survie dans un monde dévasté par leurs soins. Ils imaginent comment passer plusieurs années sous terre ou sur une île avec des réserves de nourriture, des ouvriers, des agents d'entretien et de sécurité à leur service. Et ils imaginent même comment assurer la fidélité de leurs subordonnés quand l'argent n'aura plus de valeur. Leur promettre qu'ils ne mourront pas de faim s'ils continuent à obéir, leur mettre un collier électrique, séquestrer leurs enfants. On y est. Et si c'était ça, l'humain augmenté? Un humain qui a perdu toute empathie pour ses congénères et qui, au lieu d'utiliser sa fortune démesurée... Savez-vous que 1% de la population mondiale détient autant de richesses que les 99% les plus pauvres? Et que les 8 hommes les plus riches du monde, car oui, ce sont des hommes, détiennent autant de richesses que les 3,5 milliards d'humains les plus pauvres? D'ailleurs, l'écart se creuse de plus en plus vite. Il paraît que quand on voit des rats s'enfuir à la nage, c'est signe que le navire est perdu. Vous croyez que c'est pareil avec les milliardaires? Est-ce que le fait qu'ils accaparent de plus en plus vite et de plus en plus sauvagement est un signe de naufrage imminent? En tout cas, au lieu d'utiliser leur fortune à essayer de réparer un peu leurs conneries, certains considèrent qu'ils doivent être sauvés, sans doute pour reconstruire une humanité plus propre, plus saine et débarrassée de ces milliards de furoncles. Et vous feriez quoi à leur place? Merci Julien. Moi j'avais envie de parler un tout petit peu de l'écriture du spectacle. Pendant des années, en fait, on a lu une grosse masse de documentation en s'appuyant sur un certain nombre de penseurs dont on a suivi le travail et dont on a lu les livres pour nous aider à mettre des concepts en face de choses qu'on sentait. On peut citer Anselme Japp, Guy Debord, Noam Chomsky, le travail des Pinson-Charlot et puis Pierre Bourdieu bien sûr. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui a retenu notre attention, qui a été la découverte et l'étude un tout petit peu de ce qu'on appelle la doxa, et plus précisément des systèmes doxiques. D'ailleurs, pendant toute sa phase d'écriture, le nom de code du projet, ça s'appelait pas encore Pericopto, ça s'appelait, quand on en discutait avec Héloïse, ça s'appelait la doxa. Un système doxique, c'est quelque chose que tout le monde utilise et qui nous permet de gagner du temps dans une conversation. Basiquement, quand on voit deux charpentiers discuter ensemble, ils vont utiliser un certain nombre de termes techniques qui vont leur permettre de ne pas définir toutes les opérations qu'ils ont à faire, mais de les remplacer par un mot technique qui fait partie de leur vocabulaire professionnel pour pouvoir se comprendre. Et si jamais ils parlent à un profane, eh ben, ils vont devoir expliquer un peu plus ce que ça dit et ça va prendre plus de temps. Donc c'est des opérations comme ça que chacun fait au jour le jour, mais ce qui a retenu notre attention, c'est que dans le cadre d'un débat politique, par exemple, ça peut être utilisé comme une vraie technique de manipulation. On va utiliser un système doxique auquel tout le monde a l'impression qu'il peut se raccrocher et comprendre ce dont on est en train de parler pour masquer son idéologie profonde. On prend par exemple un argument de bon sens, qui paraît être un argument de bon sens. Je sais pas, par exemple, les immigrés viennent en France pour voler le travail des Français. Ou alors, les chômeurs sont feignants. Là, on a deux arguments avec lesquels on peut être d'accord ou pas d'accord, mais à partir du moment où la personne qui énonce cet argument, à partir du moment où quelqu'un énonce ça sur un plateau de télé, tout le monde va comprendre ce qu'on appelle une idée reçue, qui avant même d'avoir été développée, est déjà reçue par les spectateurs, et on n'a pas besoin pour étayer cette idée de sortir des chiffres, des études, etc. Il n'y a pas de débat autour de ce type d'idée, donc ça peut être des mensonges complètement infondés, mais comme on a l'impression que ça vient d'une espèce de sagesse populaire et que tout le monde comprend bien de quoi on parle, ça évite de rentrer dans la profondeur du sujet. Par exemple, sur la question du chômage, c'est quelque chose qui traverse pas mal l'histoire de Pericopto. En disant que les chômeurs sont feignants, on occulte le fait que le chômage est un instrument de contrôle dans un système économique qui a érigé le salariat comme une norme.
Il y a une citation assez célèbre de Joseph Stiglitz, qui est un économiste qui a reçu le prix Nobel, et qui dit en 1984, dans une étude de la très sérieuse American Economic Review, le taux de chômage doit être suffisamment élevé pour garantir que les salariés effectueront leur travail avec sérieux et application. Et donc on a bien d'une partie des chercheurs en économie la conception que le chômage n'est pas seulement un fléau qu'il faut combattre, mais aussi un outil extrêmement utile pour s'assurer que les salariés iront au travail jour après jour et garderont un emploi même s'il ne les satisfait pas complètement, de peur de se retrouver au chômage. Alors tout ça, c'est pas des trucs qu'on raconte dans Pericopto, c'est pas des études qu'on cite, c'est pas, on n'est pas là-dedans, mais en revanche, c'est quelque chose qui marque un petit peu notre compréhension et notre construction des personnages, puisque Julia Dantec, notre personnage, un de nos personnages principaux, se retrouve au chômage. C'est une ancienne libraire qui se retrouve petit à petit obligée d'aller mettre des cartons dans des livres dans des cartons dans un entrepôt Amazon. Et même si son corps traverse cette période sans trop d'encombre, le fait de devoir recourir à ce travail alimentaire, puis à un autre quand elle se fait virer parce qu'elle s'est fait une tendinite à l'épaule, puis à un autre, et que tous ces jobs qu'elle enchaîne la déshumanise, en gros, elle a une espérance d'humaine qui n'est pas satisfaite par tous ces jobs alimentaires qu'elle enchaîne, et donc même si le corps survit, l'esprit plonge. Donc on a tout un tas de discussions, il y a des moments où le ministre parle du chômage, il y a des moments où elle parle de son emploi à elle. Il y a tout un discours autour de la méritocratie, etc., qui permet notamment au ministre, quand il parle du travail ou du chômage ou du mérite, de masquer le fait que c'est tout à fait compatible avec son idéologie profonde, qui est une idéologie néolibérale pur jus, et dans son monde à lui, il a besoin qu'une certaine couche de la population continue à travailler, même pour des jobs qui ne sont pas particulièrement sexy. C'est un petit peu ce que je pourrais dire sur la scène qu'on vient d'entendre avec la femme de ménage. Je propose qu'on écoute un autre montage de scène qui est une émission de télévision qu'on avait fantasmée à l'écriture en se disant bah tiens, ce serait bien que dans ce discours politique très bien huilé, à un moment, quelqu'un qui n'est pas du sérail ait la possibilité de venir s'exprimer et qu'on l'écoute. Et donc, comme ça n'arrive à peu près jamais, on a eu on l'a écrite, cette scène, et donc on a le Premier ministre qui s'exprime en direct à la télévision et qui va se faire interpeller par une spectatrice qui, miracle du théâtre, va avoir la possibilité de dérouler une pensée. Monsieur d'Orgeval, Émilien Mondrian, c'est un ami aussi à vous, non ? C'est un camarade d'études, effectivement, donc j'ai eu l'occasion de le fréquenter, oui. Vous êtes issu de la même promotion de l'ENA. La promotion ? Serge Dassault. À la fin de vos études, vous entrez tous les deux au ministère des Finances. Et à l'époque, il y a un scandale dont vous vous souvenez peut-être. Le groupe Auchan est accusé de fraude fiscale aggravée. Heureusement, le dossier vous est confié et un accord à l'amiable est trouvé. L'année suivante, vous êtes tous les deux recrutés par Auchan, avec des salaires sans rapport avec ce que vous touchiez au ministère. Quelques années plus tard, vous décidez de vous lancer en politique. Vous êtes élu maire de Bordeaux, pendant que Mondrian, lui, retourne au ministère des Finances pour mettre au point la privatisation de la SNCF. Mais suite à une mobilisation sans précédent des cheminots, la réforme capote et Mondrian quitte le secteur public pour prendre la tête de la banque HSBC. Et puis, vous devenez Premier ministre. Une de vos premières actions d'envergure est la réforme ferroviaire et vous actez la privatisation complète de la SNCF. Très vite, une des sociétés privées qui était censée partager le gâteau avec les autres se retrouve dans une situation de quasi-monopole et se met à imposer sa loi. C'est France Train. Et à ce moment-là, Émilien Mondrian quitte HSBC, où il est immédiatement remplacé par un autre camarade d'études à vous, pour devenir directeur de France Train. Surprenant, n'est-ce pas ? Enfin, surprenant et habituel à la fois, car cette histoire de deux amis de jeunesse qui gravissent les échelons ensemble et se retrouvent dans une position de conflit à un moment de leur carrière, ce n'est pas du tout unique. C'est l'enrichissement personnel contre l'intérêt général, le public contre le privé. Ça ne doit pas être facile à arbitrer, ça, monsieur d'Orgeval. Où va votre loyauté dans ces moments-là ? Un peu plus tard dans l'émission. Vous finirez en tôle. Mais jamais de la vie. Et même si je passais en jugement, j'aurais quoi ? Du sursis ?
Pour l'instant, tout le monde s'agite, mais vous êtes tellement cons que dans 15 jours, vous aurez oublié pourquoi vous manifestiez. Je crois pas, non. Mais si, et de toute façon, on va passer à la réforme d'après. Et tant qu'on bouge suffisamment vite, vous êtes obligés d'encaisser, parce que vous êtes trop lents. Il vous faut tellement de temps pour faire vos assemblées, vos réunions, vos mouvements, vos tracts à la con. Et pendant ce temps-là, bang, bang, c'est une blitzkrieg. Et puis dans 15 jours, il y a quoi? La Coupe du Monde. Vous croyez vraiment que les gens vont vouloir faire la révolution alors qu'il y a un match à la télé? Mais la révolution, c'est un truc de masse, Audrey. C'est un truc de corporation, de syndiqués. C'est pas un truc d'auto-entrepreneur ni d'intérimaire. C'est un truc de cheminots. Et des cheminots, bra, il y en a plus, ça y est. Toutes les raisons de faire une révolution sont là, il n'en manque aucune. Le naufrage politique, l'arrogance des puissants, le règne du faux, la vulgarité des riches, les cataclysmes de l'industrie, la misère galopante, l'exploitation nue, l'apocalypse écologique. Rien ne nous est épargné, pas même d'en être informé. Toutes les raisons sont réunies, mais ce ne sont pas les raisons qui font les révolutions, ce sont les corps. Antoine vient de nous citer un extrait du Comité Invisible. On avait envie de lire ce texte parce que comme Péricopto est aussi une pièce d'une certaine manière chorégraphique, en tout cas on a beaucoup travaillé sur le corps. Il n'y a pas beaucoup de traces de danse après ou de chorégraphie dans le spectacle, mais tous les personnages ont été abordés de ce point de vue, de la posture, et on a beaucoup travaillé sur la danse. Et si, il reste quand même quelque chose de l'ordre de la danse, je me permets de te reprendre, Bien mais sûr. on est comme dans... On a une espèce de courbe dans le spectacle qui fait que on est d'abord peut-être très cérébraux, et puis on descend vraiment dans le ventre en suivant le personnage de Julia Dantec. Le ministre vote des réformes qu'elle va se prendre en pleine tronche, donc on suit un peu son personnage dans cette espèce de chute sans fin, et puis voilà, il y a quelque chose qui se physicalise de plus en plus jusqu'à terminer sur une scène de danse dont on aura peut-être l'occasion de vous parler dans quelques minutes. On est sur pas tout à fait la fin, mais on s'approche de la fin de ce petit épisode. On va vous laisser avec quelques extraits de texte supplémentaires. Il y a d'autres choses à dire? Oui, on peut vous dire au revoir. Et puis, pour ceux qui nous ont écoutés hier, qui nous ont écoutés aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. Et si vous n'avez pas entendu l'épisode d'hier, je pense qu'il doit être disponible sur l'Internet assez Quelque facilement. part. Les internets. Les Internets. Dans ouais. l'Internet. Dans l'Internet. Dans l'Internet. Dans En les tout cas, merci beaucoup. Merci. Ouais. Et puis un jour, les théâtres rouvriront et vous pourrez venir voir ce spectacle si vous en avez envie. Ouais, nous, on pourra le jouer. Ouais. Les tentatives pour ramener l'ordre se font de plus en plus brutales. Les émeutes s'intensifient, se multiplient. Certains se cachent, d'autres se soulèvent. La France tombe en panne. Et comme dans ces moments-là, les gens discutent, s'organisent, s'engueulent, se débrouillent. Impossible de savoir dans quel sens ça va partir. Impossible de savoir ce qui va se passer demain. Demain est annulé. Alors aujourd'hui prend toute la place. Regarde. Respire. T'as peur? C'est normal. Mais t'inquiète pas. De toute façon, il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. Le vent souffle. On a de la chance. Laisse-toi porter. On n'a plus rien à perdre. Rien d'inutile. Tes doigts fourmillent. Ton ventre est chaud. Tes pieds réclament de courir. Tes omoplates battent des ailes. Ton crâne est léger. Ça te chatouille dans la nuque. Tu sens pour la première fois ta colonne vertébrale. Tu ne veux pas oublier cette sensation. Si ta gorge est serrée, crie, danse, viens. On est sorti du zoo. Ils sont tous là. Ils s'échauffent, ils roulent les épaules, s'étirent. Amorce quelques pliés, quelques extensions, ainsi que des petites foulées rapides pendant les premières notes d'un morceau de musique totalement ultime dont on se souviendra longtemps. S'ensuit une danse
comme s'il était 4 heures du matin, qu'il savait que demain n'aurait rien à voir avec aujourd'hui. Et que ce n'était pas triste.